Salut l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la culpabilité au sein de notre société. Des fois, certains amis nous disent «je culpabilise». Et nous, on a envie de leur dire tant mieux, parce que les personnes qui n'éprouvent aucune culpabilité menacent la vie sociale. Par exemple, nous dit Shankland, le tueur en série américain Ted Bundy ne ressentait aucune culpabilité après le meurtre de plusieurs dizaines de personnes. La culpabilité ne résout rien, vraiment, elle te fait du mal, avait-il expliqué. Il s'agit effectivement d'une expérience émotionnelle désagréable qui suscite tension, anxiété, agitation en raison de ce que l'on a fait ou au contraire pas fait. Comme les autres émotions dites autoconscientes, par exemple la honte ou l'embarras, la culpabilité implique que l'individu s'auto-évalue, c'est-à-dire évalue ses propres comportements. L'imagerie cérébrale a révélé qu'il existe des régions du cerveau spécifiquement associées à la culpabilité et que ces régions chevauchent les zones de traitement des informations autoréférentielles, concernant précisément l'auto-évaluation des comportements. Parfois, le sentiment de culpabilité résulte d'un dysfonctionnement dû par exemple à des pensées récurrentes ou des ruminations qui paralysent le sujet, alors qu'il n'a rien fait qui pourrait justifier une telle émotion exacerbée. De ce fait, la morsure de la culpabilité peut être éprouvée par le parent d'un enfant gravement malade ou le survivant d'une catastrophe naturelle. Parfois, le dysfonctionnement est collectif. Il s'agit alors d'une sorte de dette psychologique qu'éprouve un groupe vis-à-vis d'un individu ou d'un groupe d'individus, et qui a des effets néfastes à long terme sur les relations sociales avec le groupe concerné. Pourtant, mis à part ces quelques cas particuliers, et bien avant de représenter une manifestation psychologique pathologique ou morbide, la culpabilité est un signe de bonne santé psychologique et morale important dans les relations sociales. Examinons, nous dit Shackland, comment cette émotion, a priori pénible, est un atout pour la vie en société. Un premier indice, suggérant que la culpabilité est socialement utile, est fourni par une étude de Rebecca Schomburg et Francis Flynn de l'université de Stanford. Ils ont montré que les personnes ayant tendance à se sentir plus coupables que la moyenne adoptent plus facilement un comportement de leader dans un groupe. En outre, les jeunes dirigeants de diverses entreprises américaines sont mieux évalués par leurs collègues s'ils ont tendance à avoir un niveau élevé de culpabilité. Cela tiendrait à leur tendance à se sentir responsables des autres. Dans la vie quotidienne, la culpabilité s'impose quand on a blessé quelqu'un ou que l'on a manqué à ses obligations. Elle représente un facteur important dans la restauration des relations avec autrui après un tort et contribue à renforcer les relations sociales pour trois raisons. Tout d'abord, avant d'agir, il nous arrive d'anticiper l'effet que produira cette action sur notre état émotionnel. Si nous imaginons que nous nous sentirons particulièrement coupables, nous parvenons à nous abstenir de trahir un partenaire. Ensuite, montrer à autrui que l'on se sent coupable après lui avoir causé du tort manifeste que l'on est concerné par la relation que l'on entretient avec lui et que l'on est affecté par le tort qu'il a subi. Cela contribue à renforcer le lien social. Quand on se sent coupable, on présente des excuses ou on imagine comment réparer le tort, l'une ou l'autre de ces attitudes pacifiant les relations sociales. Plusieurs études expérimentales montrent qu'après avoir fait quelque chose de mal, par exemple avoir menti ou triché, les individus collaborent davantage si l'opportunité leur en est donnée. Plusieurs études ont ainsi montré qu'une personne qui se sent coupable cherche à réparer le tort causé en agissant soit directement auprès de la victime, soit auprès de quelqu'un d'autre, même s'il s'agit d'un inconnu. Dans une étude menée dans un musée, un expérimentateur déguisé en gardien admonestait des individus qui touchaient des œuvres exposées, insistant sur les dégradations occasionnées au patrimoine artistique. On observait ensuite l'arrivée de ces mêmes visiteurs dans une pièce voisine, où un autre expérimentateur laissait tomber sur leur passage un sac contenant divers objets. On comparait la conduite des personnes qui avaient été réprimandées et de celles qui ne l'avaient pas été. Les premiers se montraient plus altruistes envers l'inconnu, l'aidant davantage à ramasser ses affaires. Quand il est difficile, voire impossible, de racheter la transgression et que l'expérience de la culpabilité est insupportable, les individus mettent fréquemment en œuvre des comportements altruistes ou d'assistance vis-à-vis d'inconnus. Ces attitudes leur permettent d'abaisser leur sentiment de culpabilité et leur mauvaise conscience. C'est aussi vrai dans le domaine du racisme, nous dit Shankland. Dans une étude, on disait au sujet que l'on enregistrait les ondes cérébrales présentes chez des individus blancs quand on leur présentait des photographies de personnes noires. On leur faisait ensuite croire que leur propre enregistrement avait révélé une réponse de type raciste. Ils se sentaient coupables, et quand ils avaient la possibilité d'avoir un comportement de réparation, ils étaient plus disposés à aider les Noirs et chercher à se rapprocher d'eux. Il existe plusieurs émotions autoconscientes, mais deux d'entre elles, la culpabilité et la honte, sont souvent confondues. Pourtant, elles sont bien distinctes. La honte provoque des sentiments davantage centrés sur soi, ainsi que de l'hostilité à l'égard d'autrui. Les personnes qui transgressent un idéal en éprouvant de la honte sont omnubilées par leurs propres problèmes et fuient le regard d'autrui. Au contraire, les individus qui éprouvent de la culpabilité sont plus susceptibles de prêter attention aux problèmes d'autrui.
La culpabilité est une émotion plus relationnelle. Elle émerge quand une norme morale est transgressée et suscite une action visant à réparer le mal commis, ce qui n'est pas le cas de la honte. Cependant, les deux émotions semblent parfois se superposer. Dans une étude, on a demandé à des femmes du Shankland catholiques et pratiquantes de lire un texte présenté comme le récit des rêves. Ce texte comportait des passages à tonalité explicitement sexuelle. On supposait que la lecture de ces passages déclencherait chez elles un sentiment de culpabilité. Puis les participantes regardaient ce que l'on présentait comme des flashs de lumière, qui étaient en réalité soit un fond blanc, soit le visage d'un homme, soit celui de Jean-Paul II. Le temps de présentation des photos était trop court pour que les participants le perçoivent consciemment. Ensuite, elles répondaient à des questionnaires qui permettaient d'évaluer leur propre moralité et leur anxiété. Bien qu'elles n'aient aucune conscience de l'image qu'elles venaient de percevoir, les catholiques qui avaient été exposés à l'image du pape se jugeaient moins morales et plus anxieuses que celles auxquelles on avait présenté un visage quelconque ou un fond blanc de façon subliminale. La culpabilité naît bien de la transgression d'une norme sociale. La culpabilité favorise donc les bonnes relations sociales, l'empathie, l'altruisme, et malgré tout, c'est une douleur morale. Dans les relations sociales, elle est à l'intégrité morale ce que la douleur est à l'intégrité physique. Mais il est avéré que la douleur est un précieux signal qui nous alerte et évite les dommages plus graves. Quand on sent la douleur provoquée par une flamme, on retire sa main avant qu'elle ne soit plus gravement brûlée. La culpabilité a aussi été modulée au fil de l'histoire par les cadres sociaux, comme l'ont bien montré les historiens des mentalités. En Occident, par exemple, la religion médiévale a cultivé la culpabilité de façon quasi obsessionnelle, selon l'expression de l'historien du Collège de France Jean Delumeau. La culpabilité est-elle naturellement codée, nous dit Shankland, dans nos gènes, comme l'empathie ou le sens moral? S'il n'est pas exclu qu'elle est une composante innée liée à l'anxiété, elle se développe notamment par le biais de l'éducation parentale. Les enfants dont les parents manifestent une importante proximité affective et relationnelle sont plus enclins que les autres à éprouver de la culpabilité lorsqu'ils blessent quelqu'un. Il est très fréquent que les parents tentent d'encourager un comportement donné, donc rendre un service, ou d'en inhiber un autre, c'est-à-dire ne pas casser les jouets du petit frère. Et ce type de recommandation représente même plus de 70% des échanges entre les parents et leurs enfants âgés de 2 à 10 ans. Quand l'enfant est âgé de 7 ans environ, les parents interviennent tous les 6 à 9 minutes dans une journée. Bien que souvent combinées, 3 techniques sont utilisées par les parents pour inciter les enfants à se comporter autrement que leur premier mouvement ne le leur dicte. La première, l'affirmation du pouvoir, est un mode d'intervention essentiellement coercitif qui se fonde sur les recours de la menace, l'usage de la force physique ou la privation de jouets, de télévision, d'ordinateur. L'emploi de la force physique peut être punitif ou coercitif. Mais la deuxième méthode, le retrait d'affection, fait appel à un registre différent. Elle conduit l'enfant à se soumettre à la norme parentale pour faire plaisir à l'adulte ou lui éviter un déplaisir. Quand l'enfant s'écarte du comportement attendu, l'adulte ignore, lui tourne le dos ou refuse de lui parler. Et enfin, la dernière technique, nommée raisonnement inductif, consiste à expliquer à l'enfant de façon de plus en plus élaborée avec l'âge les conséquences de son comportement sur autrui. En évaluant l'intériorisation des principes moraux ou la capacité d'éprouver des sentiments de culpabilité, Martin Hoffman a montré que l'affirmation du pouvoir exerce un effet néfaste sur les acquisitions morales et que la technique du retrait d'affection est quasi inopérante. En revanche, le raisonnement inductif stimule le désir de ressembler aux parents, renforce l'intériorisation des normes morales et stimule les capacités empathiques. Ainsi, quand on évoque les conséquences du comportement indésirable sur l'état physique ou psychologique de la victime, l'enfant comprend qu'il est responsable de la souffrance provoquée, ce qui suscite chez lui l'empathie et la culpabilité. Ces deux émotions sont essentielles dans le domaine moral. Selon plusieurs recherches, les parents qui parviennent à orienter l'attention de leur enfant sur la victime provoquent davantage de conduite d'aide et de développement à long terme de l'empathie. La culpabilité est une émotion sociale qui s'apprend et qui est influencée par l'attitude de l'entourage, mais aussi par le corps. On retrouve ici un exemple du rôle important du lien entre corps et esprit. La discipline qui étudie ces liens se nomme cognition incarnée et est en plein essor. Chen Zong de l'Université de Toronto a montré que les individus ressentent plus souvent le besoin de se laver quand on leur demande de se remémorer une action immorale commise dans le passé. Se laver les mains réduirait leur culpabilité et le comportement déclenché par l'autocondamnation. Nous avons alors émis l'hypothèse, dit Shankland, que le simple fait de voir quelqu'un se laver produirait aussi cet effet. Pour le confirmer, ils ont réalisé une étude à l'université de Grenoble. Ils ont alors suscité un sentiment de culpabilité chez des participants à qui ils ont demandé de se souvenir d'un tort dont ils avaient été responsables par le passé et de raconter par écrit cet épisode de leur vie. Ensuite, certains devaient passer une lingette sur chacun de leurs doigts en respectant un ordre préétabli.
tandis que d'autres regardaient un film montrant une autre personne nettoyant ses doigts, l'un après l'autre avec une lingette. Enfin, certains regardaient une vidéo où l'on voyait les doigts d'une personne tapant sur un clavier d'ordinateur. Puis, dans une partie apparemment indépendante du protocole, les participants avaient la possibilité d'aider une étudiante qui devait répondre à un questionnaire. Nous pensions, nous dit Shankland, que les personnes n'ayant pas bonne conscience seraient davantage prêtes à aider autrui. Effectivement, les résultats ont montré que le comportement d'aide et la culpabilité étaient moindres chez les participants s'étant lavé les mains. Puis venaient les sujets ayant regardé une vidéo où quelqu'un se lavait les mains. Les participants qui avaient vu un film de main tapant sur un clavier avaient la plus forte culpabilité et étaient davantage prêts à aider leurs prochains. Ces résultats suggèrent que le simple fait d'observer quelqu'un se laver les mains peut déculpabiliser une personne qui se sent coupable et la conduire à se comporter de façon moins pro-sociale. D'autres stratégies permettent de se débarrasser de sa culpabilité après un acte violent. La première, qui est la distanciation, consiste pour un agresseur à réduire au maximum la similitude que le dit agresseur perçoit avec la victime. C'est par exemple le cas si l'agresseur éprouve un sentiment de supériorité favorisé par une idéologie. La victime, n'appartenant pas à la même sphère morale que l'agresseur, ce dernier se sent moins coupable des conséquences de son acte. Il est aussi possible pour l'agresseur de diminuer son sentiment de culpabilité en utilisant des expressions atténuant le poids des mots. Cela lui évite d'être confronté à la réalité subie par la victime. Ainsi, on parle de dommages collatéraux pour désigner les civils tués de frappes chirurgicales pour les bombardements. De même, solution définitive permettant de ne pas parler d'extermination et regroupement de déportation. La culpabilité est aussi atténuée quand l'auteur peut justifier son comportement par un bénéfice supposé pour sa victime. L'esclavagiste affirme que l'esclavage est une bénédiction sociale, morale et politique pour les peuples opprimés. L'auteur italien Riccardo Orizio a interviewé 7 dictateurs. Tous ces despotes ont affirmé que les actes qui leur étaient reprochés, donc torturer ou assassiner des opposants, empêcher des élections libres, lancer des guerres génocidaires, avaient été réalisés uniquement pour le bien collectif. Le dénigrement de la victime est aussi une stratégie bien connue. Par ailleurs, certains agresseurs, tels le tueur en série John Gacy, se considéraient comme des victimes, ce qui leur permettait probablement de neutraliser tout sentiment de culpabilité. Enfin, en cas d'agression impliquant plusieurs personnes, la dissolution de la responsabilité conduit chaque personne ayant participé à une agression en groupe à reporter la responsabilité morale sur le groupe et non pas à se sentir responsable en tant qu'individu. De telles stratégies visent à abaisser son sentiment de responsabilité, donc l'intensité de la culpabilité. L'expérience de la culpabilité est-elle influencée par les circonstances ? Nous allons voir que ce sentiment dépend de notre état de fatigue mentale, car la culpabilité exige de l'énergie mentale. Shankland nous dit si nous sommes trop épuisés psychiquement, nous ne la ressentons plus. Dans une étude, des volontaires ont regardé des vidéos difficiles à supporter d'animaux abattus pour leur viande ou leur fourrure. Certains devaient inhiber leurs émotions, tandis que d'autres pouvaient les exprimer. Étouffer ces émotions est une tâche psychiquement éprouvante, car elle demande un effort de maîtrise mentale et émotionnelle intense. Puis, ils ont suscité ces sujets un sentiment de culpabilité. Ils leur ont fait jouer à un jeu où un partenaire était supposé recevoir des chocs sonores douloureux à chaque fois que le participant perdait un point parce qu'il ne parvenait pas à réaliser la tâche demandée. Ensuite, les participants ont joué à un jeu dans lequel ils pouvaient laisser de l'argent aux participants suivants. Ils pouvaient aussi donner de l'argent à une collecte anti-sida. Les résultats ont leur montré que les participants dont les ressources cognitives étaient épuisées ont ressenti moins de culpabilité que les participants non épuisés et présentaient un comportement pro-social peu marqué. Ainsi, le sentiment de culpabilité consomme de l'énergie mentale, car elle suppose de réfléchir à son comportement, de réexaminer son processus de décision et de tirer des conclusions sur ce qui se serait passé si l'on avait eu un comportement différent. Les recherches sur les émotions morales sont en plein essor. D'autres aspects de la culpabilité méritent d'être étudiés. Par exemple, son rôle dans la manipulation mentale. La culpabilité est parfois employée pour influencer les conduites d'autrui. Une étude a ainsi montré qu'en rappelant aux concitoyens que certains actes irresponsables ont un impact négatif sur la planète, on déclenche un sentiment de culpabilité environnementale, conduisant les personnes concernées à exprimer leur intention de changer d'habitude ou de payer des taxes sur la pollution. Les spécialistes de neurosciences sociales et de la psychologie du bien et du mal explorent avec une précision grandissante les différentes formes que prend cette désagréable émotion dont la société ne pourrait se passer. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt.